Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est deux choses. Premièrement, effectivement, réinsister sur le fait que c'est difficile d'identifier une trace de vie dans l'enregistrement géologique. C'est un travail en soi et ça demande des développements et voilà, on n'est pas encore dans un stade où on est capable comme ça de prendre un caillou et de dire voilà, il y a une trace du vivant, généralement. La deuxième chose, c'est donc de vous montrer qu'on peut avancer sur ces problèmes, non seulement en étudiant des roches anciennes, les fossiles eux-mêmes, mais aussi en étudiant des systèmes actuels en voie de fossilisation et comprendre un peu comment ça marche. Donc on développe aussi des approches sur des systèmes vivants actuels afin de mieux comprendre ces fossiles. Voilà. Donc si la grande problématique, les êtres vivants peuvent laisser des traces de leur passage dans le registre géologique. C'est ce qu'on appelle des fossiles. Et vous connaissez ces fossiles. Alors là, c'est le T-Rex au Muséum d'histoire naturelle à New York. Vous avez une échelle ici, monsieur. Donc il est très très grand. Bon, vous voyez, quand vous tombez sur un fossile comme ça, vous ne vous posez pas longtemps la question de savoir si c'est vivant ou pas. En tout cas, on ne se la pose plus depuis au moins Jurassic Park. Et puis, bon, vous avez aussi des fossiles alors, qui sont, eux, très petits. Là, il y a des échelles, mais disons, c'est des centaines de micromètres ou des dizaines de micromètres. Donc là, c'est des vues en microscope électronique à balayage. Donc on a vraiment besoin d'un fort agrandissement. Mais je dirais qu'à nouveau, bon, quand on tombe sur un objet comme ça, sous le microscope électronique à balayage, bon, la première chose, c'est que l'on reste émerveillé. Vous avez beau le voir des centaines de fois, eh bien, c'est toujours assez bluffant. Et bon, on se dit assez rapidement quand même, ça doit être un organisme, le reste d'un organisme vivant. Alors, voilà, disons que ces restes, vous voyez, le point commun éventuellement, c'est que en fait, ce sont les êtres vivants, pendant leur vie, forment un squelette au sens large, et ce squelette qui est minéral, résistant, dur. Après la mort des organismes, vous voyez, les tissus ont disparu, les cellules ont disparu, mais il reste cette partie dure, minérale, qui est conservée, et c'est généralement cela, quand vous avez fait des études en géologie, c'est ces choses-là que l'on vous a montrées et que l'on vous a fait reconnaître. Donc vous avez d'autres restes dont vous avez entendu parler au cours de l'exposé d'Emmanuel, qui sont déjà un peu plus difficiles, alors qui vous montrent déjà qu'il n'y a pas que les parties dures qui peuvent être préservées des organismes, il y a aussi parfois des parties molles, des tissus mous, des cellules qui peuvent être préservées, et notamment, on va le voir, elles peuvent être préservées parce que il y a eu précipitation de minéraux qui sont venus mouler la surface ou l'intérieur, on en rediscutera, des cellules, et qui vont donc vraiment préserver parfaitement la morphologie à une échelle relativement fine. Ici, vous avez une image en microscopie électronique à balayage. Et ça, ce sont ces objets qui viennent des gisements de phosphate de Chine, donc on appelle les phosphorites, c'est des gigantesques formations de phosphate sédimentaires. Et ces phosphates, les phosphates de calcium principalement, forment des cristaux très très fins. Et du coup, vous voyez, avec des cristaux très très fins, vous pouvez mouler très finement, mimer très finement une surface. Alors là, c'est un peu plus difficile déjà, puisqu'on le voit, il y a eu, dans un premier temps, en fait, il y a eu un débat entre deux interprétations. Certains discuter d'embryons des premiers métazoaires, des premiers organismes pluricellulaires, donc les stades vraiment du début du développement de ces organismes. Voilà, ça c'était une des interprétations, et en débat avec une autre interprétation, d'autres personnes proposaient que c'était en fait des bactéries qui étaient fossilisées. Et puis récemment, eh bien, on a une nouvelle interprétation. Et finalement, ça c'est assez intéressant, je vais passer un petit moment là-dessus, mais
On a une nouvelle interprétation qui nous dit non, en fait, ce ne sont pas des organismes, ce ne sont pas des métazoaires, ce serait plutôt des organismes, certes eucaryotes, mais qui forment en fait des organismes, des formes pluricellulaires à un moment du stade de leur cycle de vie, voilà, mais pas des tissus différenciés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet article qui est paru en fait en décembre 2011, sur la caractérisation elle-même, alors il apporte des choses, il y a ce genre de choses, ça c'est nouveau, c'est des choses qui n'avaient pas été faites auparavant, où en gros, en utilisant des rayons X produits par le rayonnement synchrotron, on a entendu hier parler de Grenoble, des choses comme ça, bon, là c'est pas fait à Grenoble celui-ci, mais bon, ça aurait pu. Donc en utilisant ces rayons X, ils peuvent comme ça reconstruire, sans toucher à l'échantillon, hein, ils peuvent reconstruire l'image de ces échantillons en 3 dimensions, avec l'intérieur aussi, donc faire ce qu'on appelle la tomographie synchrotron, et donc regarder à l'intérieur des échantillons sans les couper. Et donc ça donne une très belle vision. Alors oui, il propose qu'éventuellement il y a des noyaux, mais finalement, bon, il y a ces belles données nouvelles, mais le cœur de l'article, pour moi, c'est une réinterprétation. On reprend les données. Ils auraient pu faire cette interprétation sans ces nouvelles données. Ils reprennent les données précédentes et simplement, parce qu'on connaît mieux aujourd'hui la diversité, ou parce que ces personnes connaissaient mieux la diversité du vivant actuel, ils ont réinterprété les données qui avaient été utilisées par les précédents. Donc, vous voyez que, en fait, c'est ce que je vais essayer de vous montrer au cours de cet exposé. Il y a 2 choses qui font progresser ce domaine, je pense. La première, c'est les techniques. On décrit de mieux en mieux les fossiles. Et la seconde, c'est la compréhension du vivant actuel, de sa diversité et de comment il fonctionne, qui nous permet finalement de rediscuter les fossiles, la signification des fossiles que l'on a trouvés précédemment. Donc il y a vraiment ces 2, je crois, deux bulldozers qui font avancer le domaine. Voilà. Alors, ça c'est donc un point, un fait que je vais vous présenter dès maintenant. Les bactéries, les archées, même les virus peuvent laisser des traces dans l'enregistrement fossile. D'accord ? Il n'y a pas que les tyrannosaures ou les coccolithophoridés ou des choses comme ça. Il y a aussi des organismes, enfin des bactéries peuvent être fossilisées. Et voilà à quoi ça peut ressembler, par exemple. Alors ça, ce sont on a coupé ces cellules. Vous voyez la barre d'échelle, hein, c'est 500 nanomètres. On a coupé ces cellules et on les regarde avec un microscope électronique en transmission. Là, on ne peut plus le faire à l'œil nu. Hein, en général, on a besoin de ces microscopes. Et bon, en gros, vous voyez à quoi ça ressemble. Hein, c'est un rond. Ce qui est ici sombre, c'est dense aux électrons, c'est du minéral. Et ce minéral est venu mouler, comme ça, la paroi d'un micro-organisme. Avec des fois des formes assez amusantes. Vous voyez, des serpentins qui se dessinent. Voilà. Donc, les bactéries peuvent être fossilisées. Alors, plusieurs problèmes avec les fossiles de ces micro-organismes. Premièrement, ils sont difficiles à reconnaître et en fait, du coup, leurs traces sont souvent contestées. Ça, je vous invite, alors je fais de la pub pour cet article dans La Recherche récent sur la quête des toutes premières traces de vie et Emmanuel nous a présenté finalement ces différentes discussions sur les échantillons d'Issua, sur du Groenland, donc à 3,8 milliards, où on pense qu'il y a des traces de vie chimique, où certaines personnes ont proposé qu'il y avait des traces de vie chimique, ou les Chert à 3,5 milliards australiens, où des personnes ont proposé la présence de fossiles de cellules. Ça, j'en rediscuterai. Mais à chaque fois, on a contestation. Chaque fois, on a les tenants, les pros et les anti. Et puis, bon, il y a ceux qui sont entre les deux aussi, ça existe. Mais voilà. Donc ça, c'est la première chose, le premier problème. Le deuxième problème, c'est éventuellement, est-ce qu'il y a des variations au cours des temps de leur présence, hein, de ces microfossiles, de ces fossiles de micro-organismes, et qu'est-ce que cela signifie, hein, donc, est-ce qu'on les a toujours trouvés, ou est-ce qu'à certains moments ils disparaissent, et qu'est-ce qu'on peut en dire? Pour avancer, pour progresser sur ces questions, eh bien, certainement connaître les mécanismes de fossilisation
est un point important. Comment finalement on passe d'un micro-organisme vivant à un micro-organisme encrouté par le minéral. Et quelle information on perd dans ce passage? Lorsqu'on a encore un organisme vivant avec toutes ces molécules biologiques qui lui permettent de faire de l'activité biologique, quand on l'encroute dans du minéral, qu'est-ce qui reste de cette information? Et vraiment déterminer cette chose-là pourrait nous permettre de savoir ce que l'on est capable de retrouver dans l'enregistrement géologique. Voilà. Donc il y a ce terme de taphonomie. La taphonomie, en fait, c'est l'étude de ces mécanismes de fossilisation. Qu'est-ce qui se passe quand on passe du vivant à la trace fossile? Alors, donc, vous l'avez vu au cours de l'exposé d'Emmanuel, en fait, il y a différents types de traces qui peuvent être laissées par le vivant dans les roches, dans l'enregistrement géologique. Et je vais en développer quelques-unes. Le premier type de trace, alors on a des micro-organismes qui creusent des galeries dans des minéraux. Et voilà, et donc les traces, c'est une trace indirecte qui est laissée, donc c'est la trace du micro-organisme qui a creusé dans le minéral ou dans la roche. Un deuxième type de signature, ce sont des traces chimiques laissées par les micro-organismes, notamment certaines signatures isotopiques. Donc, ces micro-organismes catalysent un certain nombre de réactions chimiques. Par exemple, elles peuvent fixer le CO2 de l'atmosphère, le réduire, former comme ça des molécules organiques, du carbone organique, et au cours de ce processus, elles vont sélectionner ou fractionner, par exemple, les isotopes. Et on peut éventuellement rechercher un peu ces traces. Certains micro-organismes, ça je vais le détailler un petit peu, peuvent former des minéraux pendant leur vie. C'est-à-dire, quelque part, alors on verra, ils ne forment pas forcément des squelettes, mais ils forment des minéraux. Et un certain nombre de personnes ont proposé que dans ces minéraux étaient peut-être particuliers. Les minéraux formés par le vivant, par les micro-organismes, avaient peut-être des spécificités, des particularités. Et comme ce sont des minéraux, eux, ils vont pouvoir résister au temps géologique, au vieillissement. Et donc, potentiellement, si on regarde ces minéraux, on aura peut-être des informations sur leur origine biologique, notamment. Certains micro-organismes peuvent former des roches, l'exemple des stromatolites. Dernier point, c'est certains micro-organismes, à leur mort, sont fossilisés et forment ces fameux microfossiles que j'aimerais discuter. Alors, galeries creusées par les micro-organismes. Donc, ces micro-organismes, on parle de micro-organismes endolytiques, c'est-à-dire que, vous voyez, ils creusent dans la roche et puis ils y vivent, donc ils vivent dans la roche endolytique. Donc ça, c'est tiré d'un article relativement récent par ces auteurs. Ce que vous voyez ici, c'est une image en microscopie optique, ou ça pourrait être à la loupe binoculaire, où vous avez un cristal de calcite, ici en blanc. Donc calcite, c'est un carbonate de calcium, et qui a été mis en présence d'une espèce particulière de cyanobactéries. Alors les cyanobactéries, ce sont ces bactéries qui font la photosynthèse oxygénique, donc elles fixent le CO2, elles forment de la matière organique en utilisant la lumière, et elles dégagent du dioxygène. On en rediscutera, enfin on en a déjà entendu parler abondamment. Alors, ces micro-organismes, donc, vous voyez, ils utilisent la lumière, ils sont verts, parce qu'en fait, ils contiennent de la chlorophylle, donc ces pigments qui leur permettent d'utiliser la lumière. Et vous les reconnaissez ici, donc, on a mis ce cristal de calcite en présence de ces bactéries qui sont dans la suspension. Et puis, ces bactéries colonisent la surface et creusent dans le cristal. Et vous voyez les canaux ici, verts, de ces micro-organismes qui viennent creuser dedans. Là, c'est une autre vision en fait, de ce même objet. Cette fois-ci, on utilise un microscope à épifluorescence. Alors, en gros, on va utiliser un laser qui va nous permettre, avec une longueur d'onde particulière, qui va permettre d'exciter la fluorescence de la chlorophylle. Et donc, on va pouvoir, comme ça, regarder, donc c'est représenté en rouge, c'est la distribution de la chlorophylle. On va pouvoir spécifiquement regarder ces cyanobactéries. Donc vous les voyez ici. Et en vert, alors là, on a rajouté une sonde, et les auteurs ont rajouté une sonde qui, lorsqu'elle se fixe à du calcium dissous,
va fluorescer dans le vert. C'est pas tout à fait ça. Bon, donc il va apparaître en vert ici sur cette image. D'accord? Donc vous voyez ici, avec ce genre de microscopie, c'est un peu plus spécifique. On va avoir les cyanobactéries qui creusent dans la calcite, et puis on voit qu'il y a du Ca2+, dissous, qui se retrouve dans les pores aux extrémités. Alors comment ils ont expliqué ça? Alors je dirais que, vous voyez, ça date, c'est la fin 2010 je crois, cet article, et aujourd'hui, enfin, c'est les auteurs les plus avancés sur les mécanismes de ce processus. Et voilà, donc le schéma le plus avancé de notre compréhension de comment ça marche, il est là. Celui-là, j'ai pas bien, ouais, enfin, c'est pour montrer les concentrations en calcium, vous voyez, qui varient. Alors, ici, on serait très bas en calcium en solution, et là, plus élevé. Donc, en gros, elles arrivent à maintenir ici une concentration en calcium très faible, ce qui fait que, vous voyez, la calcite, elle va avoir tendance à se dissoudre. Si on avait beaucoup de calcium, on serait sursaturé par rapport à la calcite et on ne pourrait pas dissoudre. Donc elles maintiennent une concentration en calcium très faible ici, et en revanche, la concentration en calcium est très élevée ici. Comment elles arrivent à maintenir ce déséquilibre? Comment elles arrivent à créer ce déséquilibre? Eh bien, grâce à des transporteurs spécifiques qui viennent pomper le calcium ici. Alors là, on a plusieurs cellules, les unes à la suite des autres, qui vont relâcher le calcium à l'autre extrémité. Donc en gros, et puis bon, il y a d'autres choses, il y a aussi ces transporteurs, elles vont dégager ces protons qui vont acidifier la solution, et ça aussi c'est un facteur qui augmente la dissolution des carbonates de calcium. Donc vous voyez deux effets, un, on pompe le calcium, deux, on acidifie le milieu, tout ça, ça concourt à augmenter la dissolution de la calcite, et donc vous creusez. Le problème, c'est que bon, elles ont besoin aussi à l'intérieur de réguler la composition chimique de l'intérieur des cellules. Donc, elles expulsent le calcium et puis elles prennent des protons ici. Bon, ça peut laisser des traces fossiles. Alors, là, je vous montre des choses qu'on a faites sur des stromatolites avec Puri, notamment. Donc, sur des stromatolites, pas vraiment fossiles. Enfin, disons, ils sont actuels ou subfossiles, subactuels, tout ce qu'on voudra. Bon, donc, c'est relativement récent. Mais on retrouve, donc ce que vous voyez en blanc ici, c'est la microscopie optique. Et ce que vous voyez en blanc ici, c'est des carbonates de calcium. Et quand on regarde avec un microscope électronique à balayage ici, on voit dans ce carbonate, alors ce qui est blanc, donc c'est l'aragonite, c'est un autre carbonate de calcium. Et vous voyez les points noirs ici, c'est ces fameuses cyanobactéries qui creusent dans ces carbonates de calcium. Et quand on vient couper ici, avec des outils, on vient couper à travers, par exemple ici, ce filament de cyanobactéries, et bien voilà à quoi ça ressemble. Alors, en bleu, c'est le carbonate de calcium, et puis on coupe ici, et ici, en marron, c'est la matière organique qui compose le filament. Et puis on voit, alors ici on ne le devine pas très bien à cette échelle, mais on voit que c'est l'interface ici, elle est un peu ciselée. Donc bref, ces choses-là, si on prend cette roche, on l'enfouit et on la conserve comme ça, on va garder comme ça des galeries remplies de matière organique avec une interface entre le carbonate et la matière organique qui est un peu ciselée. Donc on peut laisser dans l'enregistrement géologique des traces de ces micro-organismes qui viennent forer dans les roches. Alors il reste beaucoup de questions. Première, toutes les cyanobactéries, a priori, ne peuvent pas creuser dans les carbonates de calcium. Donc vous voyez, tous les micro-organismes ne sont pas capables de faire ça. La question, c'est quels micro-organismes peuvent le faire? Là, on en a vu quelques-uns. Lesquels peuvent faire? Comment on est capable de reconnaître ceux qui sont capables de creuser dans une roche, ceux qui ne sont pas capables? À l'heure actuelle, je pense qu'on n'a pas vraiment de réponse à ces choses-là. On a quelques approches, et on a des gens qui ont décrit des choses, mais bon, on n'a pas une réponse exhaustive à ça. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Qu'est-ce qu'il leur faut pour creuser? Selon quel mécanisme? Alors ça, je vous ai proposé des mécanismes, l'acidification, le pompage de calcium, mais bon, vous avez vu, ça paraît un peu simpliste peut-être. Comment survivent-ils? Reprenez l'image de vous dans un trou avec une pelle et le trou commence à faire 3 mètres. Bon, avec votre pelle, vous vous dégagez derrière. Je pense que ça va vous retomber dessus. Comment finalement, s'il se réenferme, quand il continue à creuser, ça finit par se boucher, comment ils arrivent à survivre là-dedans? Alors, il n'y a plus forcément de nutriments qui arrivent. Alors, si on fait de la photosynthèse, il faut de la lumière, mais il faut aussi quand même un peu de CO2, et puis il faut plein d'autres petits éléments qui vont être indispensables. Donc, comment ils arrivent à survivre dans ces galeries éventuellement bouchées?
Dans quelle roche on peut faire ça? Là, on l'a vu dans les carbonates de calcium. Est-ce que cela peut se faire dans d'autres types de roches? Est-ce que ça peut se faire dans des basaltes? Est-ce que ça peut se faire dans ce type de roche? Etc. etc. D'accord? Donc il reste énormément de questions. Je dirais qu'on ne sait pas grand-chose encore sur ces choses-là. Alors, j'en arrive effectivement à ces images qu'Emmanuel nous a montrées. Ce sont des objets qui ont été observés dans des basaltes en coussin de Barberton, qui sont datés à 3,5 milliards d'années. Alors, ces roches-là, il faut en avoir conscience, elles ont 3,5 milliards d'années. Elles ont subi une histoire après leur mise en place. Au départ, on a la mise en place du basalte, mais ensuite, ces roches, il faut imaginer qu'elles ont été portées en profondeur, elles ont chauffé, elles ont vu de la pression, et ça les a transformées de manière très importante. Un basalte ne ressemble pas à ça. Tous les minéraux qu'on a ici, ce sont des minéraux qui se sont mis en place à des températures relativement élevées. Donc, il faut imaginer qu'ici, si on a des traces de vie, elles ont subi des transformations importantes et même des remobilisations importantes des éléments chimiques autour, etc. Alors, donc voilà ce qui est vu, c'est ça. Des tubes comme ceci, vous voyez, qui partent. Il y a une sorte de fracture ici, et puis ces tubes partent de cette fracture. Et voilà, donc l'idée, c'est que ces galeries, ce seraient des traces des galeries creusées par des micro-organismes, et puis qui ont été fossilisées par un remplissage minéral. Alors, ça s'appuie sur l'étude d'échantillons plus récents, comme ceux-ci, par exemple, où là, cette fois-ci, on a vraiment, ici, ce que vous voyez ici, c'est un grain, donc c'est en microscopie optique, une vue en microscopie optique, et ce grain-là, c'est vraiment du verre volcanique, donc bon, ça ressemble plus à un basalte, je dirais, en coussin, la surface d'un basalte en coussin que l'on pourrait retrouver actuellement. Et dans ce verre, vous voyez que depuis l'extérieur, vous avez ces tubes qui rentrent vers l'intérieur du grain. Ces tubes, ils sont segmentés. Et puis, il y a des gens qui ont mis des colorants qui, normalement, ces colorants se mettent à fluorescer. Alors, ces colorants peuvent se fixer aux acides nucléiques. Et quand ils sont fixés aux acides nucléiques, ils peuvent fluorescer. Là, ils se sont dit, ça marche. Regardez, donc, j'ai des acides nucléiques. Alors, c'est assez amusant, c'est souvent au bout des tubes. Le problème avec ces approches, quand même, c'est que ces marqueurs, ils peuvent certainement se fixer à plein d'autres choses que des acides nucléiques et ils vont fluorescer aussi. Donc, la spécificité du colorant, du marqueur, n'est jamais complètement attestée. Mais voilà, en tout cas, ils voient ces choses-là sur des trucs plus récents et donc ils se disent, ça ressemble, donc c'est la même chose, l'actualisme, le principe d'actualisme. Voilà, donc voilà des schémas qui ont été proposés. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est que ici, ça c'est le scénario abiotique. Quand on altère un verre basaltique en abiotique, ça se fait comme ça on l'altère par les bords, et puis voilà, ça ressemble à ça. Maintenant, s'il y a des micro-organismes là-dedans, dans des fractures, ces micro-organismes, ils commencent à creuser, éventuellement ils acidifient un peu le milieu, et ça augmente la dissolution du verre basaltique. Et donc ils se mettent dedans, et puis ils se divisent. Et puis ils se divisent, et puis s'ils se divisent bien, par exemple, vous voyez, ils forment des tubes qui sont segmentés, et puis voilà. Bon, scénario, je vous ai expliqué, les micro-organismes endolytiques existent dans les carbonates, ils arrivent à avancer, ils arrivent à survivre en creusant dans un minéral. Ici, on voit effectivement des tubes segmentés, donc bon, pourquoi pas. Je ne vais pas détruire les choses, simplement dire que d'autres personnes qui voient des formes qui ressemblent énormément, mais alors eux, ce qu'ils voient, ils voient des tubes aussi, je suis désolé, j'ai fait ça, j'ai repris les images tout à l'heure, on peut voir des tubes ici aussi, éventuellement segmentés d'ailleurs, qui poussent, et c'est la même minéralogie d'ailleurs que les tubes qui sont retrouvés dans les échantillons 3,5 milliards à Barberton. Ces échantillons-là ont 2,7 milliards, et ils sont en Australie. Et on voit des tubes, et systématiquement, au bout de ce type de tube, on voit des particules. Tout au bout, il y a une particule, un minéral particulier. Ici, souvent, on a des sulfures de fer. Et là, il y a une autre explication qui pourrait permettre d'expliquer la formation de ces tubes. C'est qu'à un certain moment, quand on a ces fragments ici de verre basaltique, on a ces cristaux qui sont présents,
Et on va, avec certains mécanismes, favoriser la dissolution dans notre minéral. Et puis, on a une particule qui va progresser. En fait, il y a des particules qui vont s'enfoncer, quelque part, dans ce verre, et qui vont laisser comme ça une traîne, un tube, qui montre aussi des segmentations, etc. Donc, c'est une explication alternative et complètement abiotique, cette fois-ci. Voilà, donc en gros, le problème ici, c'est que je dirais que aucun finalement des arguments avancés en faveur d'une origine biotique ou abiotique n'est univoque. On a toujours, pour chaque point, on peut dire oui, il y a une origine biologique possible ou il y a une origine abiotique. À chaque coup, il n'y a pas aucun des arguments n'est univoque. Et je pense que du coup, une somme d'arguments univoques ne fait pas quelque chose de plus univoque. Enfin, ça, c'est un débat, on pourra le reprendre. Pas parce que vous avez plein d'arguments qui disent oui, peut-être, que ça fait un oui. En fait, ça marche. Sinon, on l'inverse et on dit si c'est oui, peut-être, c'est aussi non, peut-être, et plein de non, peut-être, ça fait aussi peut-être non. Enfin, donc vous voyez, enfin bref, c'est philosophique, mais bon, en tout cas, c'est des discussions qu'on a parfois sur ces choses-là. La deuxième chose, c'est que dans ces tubes, il n'y a pas de preuve directe de la présence de matière organique dans les galeries, généralement, en tout cas sur ceux de Barberton. Il n'y a pas de démonstration expérimentale. On n'a pas encore réussi à former au laboratoire des galeries dans des basaltes. Ça, on n'a pas encore fait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais en tout cas, on ne l'a pas fait. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire à partir de tout ça, c'est que les objets biogéniques ou biologiques, d'origine biologique et abiotique, généralement peuvent se ressembler à première vue, et donc ça va généralement être difficile de les distinguer et de rechercher ce qu'on appelle les biosignatures. Les biosignatures, ça a été évoqué, ça a été le Graal, je pense, de pas mal de gens. Quelles sont les signatures de la vie? C'est-à-dire, je mesure ça, si ça me dit 2, c'est biologique, si ça me dit 1, enfin pardon, je devrais le faire avec 0 et 1. Si ça me dit 0, c'est pas biologique, si c'est 1, c'est biologique. Il y a plein de gens qui ont essayé de chercher. Et donc, voilà, pareil, un exemple de biosignature, d'après ces auteurs, un tube segmenté. Pour eux, voilà, c'est un objet, c'est une biosignature. Quelque part, ils la voient ici, c'est ce qu'ils voient, un tube segmenté. Et ils disent que c'est du vivant. Bon, il y a d'autres auteurs qui vont vous dire, moi, je vois des tubes segmentés, mais qui se forment abiotiquement. Donc, vous voyez, ce n'est pas une signature, ce n'est pas univoque. Voilà. Deuxième partie, c'est certains micro-organismes peuvent former des minéraux. Ils peuvent former des minéraux, et on pense que ces minéraux peuvent avoir un aspect particulier. Et ça, j'aimerais un peu le discuter avec vous. Donc, en gros, ce qu'on regarde, on peut faire cette expérience où vous allez prélever au niveau de certains sédiments de la Seine, à l'interface au sédiment, un peu d'eau, et vous le déposez entre lame et lamelle. Vous le déposez entre lame et lamelle et vous regardez sous un microscope optique. Et juste à côté, vous mettez un aimant et vous mettez le pôle nord à droite. Vous attendez un petit peu et d'un coup, vous voyez des micro-organismes qui s'accumulent sur le bord de la goutte à droite. Et puis, vous retournez l'aimant, vous mettez le nord de l'autre côté, et là, plein de micro-organismes qui partent à gauche. Puis vous retournez l'aimant, ils repartent à droite. Et puis après, vous vous amusez à faire tourner l'aimant et vous avez des micro-organismes qui tournent comme ça. Donc il y a des micro-organismes qui sont sensibles à la direction du champ magnétique, qui sentent la direction du champ magnétique et qui sont capables de se déplacer en fonction de la direction du champ magnétique. Magique. Comment font-ils ça? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des bactéries magnétotactiques, donc elles sont capables de se déplacer en suivant les lignes du champ magnétique. Comment elles sont capables de faire ça? Eh bien là, on a une vue en microscopie électronique en transmission d'une cellule, d'une de ces bactéries. Et puis vous voyez ici à cette échelle-là, ces petits points denses aux électrons qui ressemblent à ceci. Alors vous avez ici des petites faces, etc. Vous pouvez faire l'analyse et en fait, ce sont des cristaux. Ces choses-là sont des cristaux qui sont nanométriques. Là, on est de l'ordre de 50 nanomètres à peu près, une cinquantaine de nanomètres, jusqu'à la centaine de nanomètres. Et ces cristaux sont des cristaux qui sont composés de fer 2, fer 3 et d'oxygène. C'est Fe3O4 plus précisément, et c'est ce qu'on appelle la magnétite. Et la magnétite, ça vous dit quelque chose forcément, magnétite, magnète, aimant. Donc, ces micro-organismes forment des aimants intracellulaires à l'intérieur des cellules, et c'est grâce à l'alignement de ces aimants qu'elles sont capables de sentir le champ magnétique et de se déplacer ensuite
par d'autres processus, elles sont capables ensuite de se déplacer en réponse à ce stimulus. Chaque magnétite ici, premièrement, pour une espèce donnée, on a éventuellement une morphologie assez contrôlée. Elles ont une forme particulière, elles ont aussi une taille particulière. Et une taille assez bien contrôlée, parce que vous savez, si vous prenez un cristal de magnétite et qu'il devient très gros, on perd éventuellement ses propriétés, des propriétés particulières de ces aimants. Donc, les propriétés d'aimantation de ces objets sont assez dépendantes de la taille. Et ce qui est assez amusant, c'est que ces micro-organismes font des magnétites qui ont une taille qui leur confère des propriétés assez efficaces pour l'aimantation. Deuxièmement, ces magnétites, ici, pour cette espèce en tout cas, sont formés dans une vésicule. Il y a une membrane, vous ne la voyez pas ici, c'est difficile à voir, mais il y a une membrane qui les entoure. Donc, vraiment, ces bactéries forment ces aimants dans des petites vésicules particulières. Voilà, alors ça, on pourra discuter de l'avantage écologique. Ce n'est pas mon propos. Enfin, en tout cas, on en trouve toujours. Enfin, on en a trouvé un avantage écologique pour elles, de se déplacer selon le champ magnétique. Et voici alors une vision alors ça, c'est de la tomographie. Donc, on a une image en 3 dimensions, une reconstitution. Là, vous êtes à l'intérieur. Le beau tube ici, ce n'est pas une vague, c'est dans la cellule, c'est dans une de ces bactéries. Et vous avez ici, en jaune, les magnétosomes, ces fameuses membranes, ces fameuses vésicules qui entourent les cristaux de magnétite qui sont en rouge. Et vous voyez qu'en plus, ces vésicules, elles sont alignées. Et il y a des fibres ici en vert qui viennent structurer le cytoplasme de ces bactéries. Donc un véritable squelette intracellulaire qui vient structurer les choses et sur lesquelles s'alignent donc ces vésicules dans lesquelles se forment ces cristaux. Ça vous explique pourquoi ces cristaux sont alignés. Alors, il y a eu beaucoup, et il y a encore beaucoup d'études pour essayer de comprendre comment ces micro-organismes contrôlent génétiquement la formation de ces cristaux à l'intérieur de leurs cellules. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Il faut synthétiser des membranes, quand on les a synthétisées, il faut les mettre à l'intérieur, les vésicules. Il faut assembler les chaînes de magnétosomes, les aligner faire un cytosquelette, les aligner dessus. Ensuite, il faut faire rentrer du fer dans la cellule. Il faut ensuite faire rentrer le fer dans les magnétosomes. Vous vous rappelez, magnétite, fer 2, fer 3, donc il faut avoir le bon degré d'oxydation, il faut avoir le bon rapport entre fer 2 et fer 3. Donc il va falloir faire de l'oxydation, de la réduction du fer. Et puis ensuite, on contrôle la forme. Elle contrôle la forme de ces cristaux, donc il faut aussi contrôler la forme, il faut contrôler la croissance du cristal, etc., etc. Donc il y a pas mal d'étapes, et on s'est rendu compte qu'il y a en tout cas un certain nombre de gènes spécifiquement impliqués dans la formation de ces cristaux. Ok, alors, bon, il y a plein de travaux encore en cours à faire, à comprendre, plein de choses à comprendre, mais on n'a pas attendu de tout comprendre sur comment elles forment ces magnétites pour se dire « Ah, les magnétites formés par les bactéries ont une tête particulière, donc peuvent être utilisées comme des biosignatures. » Et voilà quelques biosignatures qui ont été proposées. Premièrement, ce qu'on constate, alors l'idée, c'est qu'on regarde des systèmes biologiques, on regarde les particularités des cristaux et on se dit est-ce que ça c'est spécifique ou pas, est-ce que c'est particulier ou pas. Premièrement, chez les bactéries, la distribution en taille dans les cellules est relativement restreinte. En fait, alors la distribution en taille et puis ce qu'on appelle le facteur de forme qui est le rapport largeur sur longueur. Et en fait, généralement, on forme ce qu'on appelle des magnétites monodomènes, c'est-à-dire avec des propriétés d'aimantation bien particulières. Donc les magnétites formés par les bactéries sont généralement dans ce graphique qui représente la longueur en fonction du rapport largeur sur longueur. Elles sont ici. Elles ne sont pas rarement ici, elles sont rarement ici, elles sont ici. Vous voyez, donc on contrôle ces paramètres-là de telle manière à ce qu'on ait ces propriétés particulières d'aimantation. Deuxième chose, la composition chimique il a été dit que la composition chimique de ces magnétites est relativement pure. On peut mettre dans les magnétites, si vous faites de la synthèse de magnétite en solution, sans cellules, sans bactéries, et vous rajoutez dans la solution des choses comme ça, du titane, du chrome, etc., vous pouvez en mettre beaucoup dans la magnétite. Là, vous pourrez rajouter ça dans la solution dans laquelle vous faites pousser vos cultures, eh bien, vous ne retrouvez pas le titane dans la magnétite intracellulaire. Donc voilà, une relative pureté chimique.
peu ou pas de défauts cristallins. Quand on regarde en microscopie électronique en transmission, on regarde l'empilement des atomes, c'est relativement bien empilé, bien ordonné, et on ne voit pas trop de défauts. On voit, vous voyez, in vivo, elles sont en chaîne linéaire. Et enfin, il y a, oui, il y a une anisotropie de forme, alors, chez certaines espèces, en fait. On voit que les magnétites sont allongés selon une certaine direction, qui est la direction 1-1-1. Et ça, en fait, c'est assez intéressant parce que si vous allongez un cristal de magnétite selon la direction 1-1-1, vous maximisez le moment magnétique. C'est-à-dire vous faites le meilleur aimant que vous puissiez faire avec cette chose-là. Donc là, l'idée, toujours, c'est l'évolution, on a optimisé les choses, etc. Et enfin, vous voyez, ça, c'est la même chose. Voilà, donc en gros, biominéralisation contrôlée, on a des caractéristiques qu'on a décrites sur des magnétites bactériennes, et on se dit que ça peut être des signatures. Alors, plusieurs problèmes quand même, c'est que premièrement, voici différentes espèces de bactéries magnétotactiques, et vous voyez, celle-ci, elle produit des choses qui ressemblent à ça, et l'allongement, il n'est pas facile à montrer, là, l'allongement du cristal, hein, vous avez un beau carré ici. Et puis, alors ici, oui, il y a un bel allongement, mais d'ailleurs, ce n'est pas toujours selon 1-1-1. Vous voyez ici, il y en a une qui est allongée selon 1-0-0. Donc l'optimisation, toujours, enfin la nature est bien faite, bon, ça ne marche pas toujours quand même. Bon, première chose. La deuxième chose, c'est que ça a été décrit quand même sur une espèce. On va en rediscuter. Bon, je passe là-dessus, ça c'est pour vous montrer qu'effectivement, il y a eu certaines protéines, en tout cas, qui ont été extraites de ces bactéries, et certaines protéines comme celle-ci, vous voyez, cette fois-ci, on synthétise les magnétites en solution, sans bactéries, mais on fait la synthèse simple, on rajoute la protéine, ça donnerait ça. Vous voyez la différence? Alors bon, bien sûr, c'est qu'une image, hein, mais l'idée, voilà, c'est qu'il y a des protéines particulières qui viennent contrôler la forme. Alors, je voulais en arriver là. Voilà, dans quel contexte les signatures du vivant, des magnétites, ont été utilisées. C'est étonnant, parce que je vous ai raconté l'histoire de bactéries magnétotactiques, on en trouve dans la Seine, il y a certaines espèces, on a décrit certaines cultures. On n'a pas tant de cultures que ça, hein, de bactéries magnétotactiques, je crois. Hein, il doit y avoir 3-4 espèces, je crois, si je me trompe pas, avec lesquelles on peut contrôler la synthèse de magnétites. Un peu plus maintenant, peut-être. Voilà, donc vous voyez, notre description du vivant sur Terre des magnétotactiques est relativement limitée. Mais voilà ce qui a été observé. Cette météorite, désormais mondialement célèbre, ALH 84001, alors elle a été trouvée en Antarctique, à Lan Hills, en 1984. Et elle a été longtemps oubliée un peu dans les tiroirs, hein, parce que finalement, c'est un gros morceau vert. Ici, c'est des silicates, c'est des orthopyroxènes, des silicates de magnésium. Et longtemps, on l'avait classée dans le mauvais groupe, dans un groupe de météorites. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui l'a redéterré un petit peu et puis qui s'est dit « Ah non, elle fait partie des météorites dont on pense qu'elles viennent de Mars ». Et dans cette météorite qui proviendrait de Mars, qui provient très vraisemblablement de Mars, il y a eu plusieurs choses qui ont été retrouvées. Alors, il y a des objets comme ça, qui ont été interprétés comme des nanobactéries, j'en parlerai pas. Et puis, il y a ces choses-là, donc voilà, une vue à la loupe binoculaire ou en microscopie optique et en lumière réfléchie. Et vous voyez, alors, la minéralogie, dans ces orthopyroxènes, on a des plages où, dans ces silicates, on a des plages où il y a des carbonates. Il y a des carbonates et avec des zonations, comme ça, des globules et des zonations. Et avec ces carbonates sont mélangés parfois des cristaux de magnétite. Des cristaux de magnétite. Et donc, d'après ces auteurs, cette publication en 1996, qui avait vraiment fait, c'était Science, je pense que ça a donné un grand boost à l'exobiologie, ça a donné un grand boost à la géomicrobiologie, ça a donné, voilà. Ça a fait un beau discours de Clinton à l'époque pour relancer l'exploration martienne, etc. Enfin, ça venait dans ce genre d'époque. Et donc, ces auteurs ont proposé que ces magnétites ici partagent des caractéristiques très particulières avec les magnétites formés par la souche bactérienne magnétotactique MV1. Donc voilà, elles partageraient des signatures. Et ça repose là-dessus. Ils sont appuyés sur cette signature en particulier, l'anisotropie de forme.
Alors, quand vous prenez une magnétite, certains cristaux de magnétite, vous pouvez former, vous voyez, voilà une forme possible d'un cristal de magnétite, ce qu'on va appeler l'octaèdre allongé. Et voilà, on peut décrire les faces ici. Cet octaèdre allongé, c'est un octaèdre, donc il y a 8 faces octaédrales. Et quand on regarde un peu la disposition des atomes là-dedans, on est capable d'indexer les distances. Alors désolé pour ceux qui n'ont jamais eu le moindre cours de minéralogie, mais donc on peut donner des directions, identifier les directions d'alignement des atomes dans ces cristaux. Et voilà, ce sont des faces que l'on va identifier comme des faces 1-1-1. Pas grave, retenez que c'est des faces octaédrales. Maintenant, on peut s'amuser à tronquer rajouter des faces sur ces cristaux. On va tronquer, vous voyez, on va couper ici, et vous voyez, on va rajouter des faces. C'est des faces qu'on appelle des faces cubiques, et cette fois-ci, qui ont ce nom-là, 1, 0, 0. Et ça, vous faites en abiotique, on arrive à faire ces différentes morphologies. Vous voyez, hein, on prend un cristal et on regarde sa morphologie, on regarde quelles faces sont exprimées. S'il y a 8 faces octaédrales, on a un octaèdre allongé. S'il y a en plus des faces cubiques, on a un cube octaèdre allongé. Et s'il y a en plus d'autres troncatures encore, ici, etc., on a des faces hexagonales, 1, 1, 0. Et là, c'est ce qu'on va appeler un hexaoctaèdre tronqué. Okay, vous voyez? Donc, si on décrit simplement la morphologie des cristaux, hein, les informations apportées par les minéraux dans l'histoire, je ne sais plus quoi, sujet de l'agrégation de l'année dernière, de l'écrit, eh bien c'est ça, hein, vous voyez, on peut décrire la morphologie des cristaux, et en décrivant la morphologie des cristaux, on va avoir quel genre d'informations on peut avoir. Donc ces hexaoctaèdres tronqués, aujourd'hui, ils n'ont été décrits que dans un système, les bactéries magnétotactiques, la souche MV1. C'est la seule où on a décrit ce genre de morphologie, cette troncature. Les autres, on les trouve dans des systèmes abiotiques. Voilà comment on fait ça. Voilà maintenant comment on décrit la morphologie d'un cristal. Vous vous rappelez, des dizaines de nanomètres, c'est tout petit. Il faut un microscope électronique en transmission. Qui dit transmission, dit je passe à travers, je vais avoir une image en 2 dimensions. J'ai un objet 3 dimensions, hein, mon cristal, vous voyez, c'est un volume. Il est en 3 dimensions, mais moi, ce que je vois, c'est une projection de ce cristal, simplement. Donc, j'ai un objet ici qui est en 3 dimensions, mais moi, je vois une sorte de projection. J'aplatis cette 3 dimensions sur un plan. Donc, ici, vous allez pouvoir, maintenant, vu que vous connaissez tout, vous allez pouvoir me dire, ici, ce que l'on a, hexaoctaèdre tronqué, allongé. Voilà. Donc là, il faut le savoir-faire, l'œil de l'expert, et qui va vous... Alors, pardon, ce que l'on voit ici, vous voyez tous ces points ici, alignés, ça, c'est les atomes. Hein, là, ce qu'on voit, c'est les alignements des atomes. Là, vous voyez, 5 nanomètres, en gros, on a les quelques angstroms, les distances interatomiques, elles vont être de l'ordre de quelques angstroms. Donc là, ici, on voit les plans atomiques. Vous voyez des plans comme ça. Et en mesurant les distances entre les plans, on est capable de les identifier, ces plans. Donc de dire si c'est le plan 1, 0, 0, 1, 1, 1, etc. Donc ici, on va essayer de repérer les troncatures, etc. Et puis grâce à la position des atomes, on va pouvoir les identifier. Et voilà, et on peut reconstruire. Mais vous voyez quand même que, bon, il faut connaître. Hein, donc ça, c'est vraiment... OK. Maintenant, on imagine, parce que ça, c'était super simple, hein, c'est des belles magnétites qu'on a au laboratoire synthétisées. Maintenant, on imagine, vous êtes dans la météorite martienne ALH 84001 et vous avez réussi à tomber sur une magnétite, ce qui à une époque était quand même assez difficile. Et voilà l'image en microscopie électronique en transmission d'une magnétite dans ALH 84001. Interprétation de Thomas Kempta, voilà ce qu'on voit. Vous reconnaissez les faces octaédrales, les faces cubiques et les faces hexagonales. Donc, hexaoctaèdre tronqué. Interprétation de Golden et al. Sur la même image. Hein. C'est ça. Face cubique, face octaédrale. Et pour lui, ici, alors vous voyez, on devine une sorte, je crois pas, c'est pas moi qui l'ai rajouté, hein, on devine une sorte de trait rouge en disant c'est une arête. Alors qu'ici, c'est des faces. Et donc ici, ça s'appelle un cube-octaèdre allongé. Voilà. Ici, la magnétite est biologique. Ici, elle ne l'est pas, forcément. Enfin, ici, elle est peut-être biologique. Ici, elle ne l'est pas forcément. Oui ?
Alors si, après du coup il y a eu effectivement, ça c'est pour, voilà, quand on se dit que c'est trop artistique ça, on peut essayer éventuellement de faire de la tomographie et puis aller un peu plus loin. Mais malgré tout, enfin, ici ce que vous devez voir c'est que on a beau être à une très grande échelle, vous voyez, entre une face qui est très fine et une face qui est un petit peu épais, enfin un petit peu moins fine, bon, il y a un moment, il y a une limite et on ne sait pas où elle est. Donc, ça va être. Vous avez beau bien la voir, quelle largeur faut qu'elle fasse maintenant pour que ce soit absolument biologique. Bon, tout ça pour vous dire que même la donnée, et ça c'est la bonne question, effectivement, on a maintenant des techniques encore plus performantes, même la donnée n'est pas triviale à interpréter. Premier ordre. Premier problème ici que je voulais mettre en avant. Et bien entendu, après, est-ce que vraiment avoir un hexaoctaèdre tronqué, c'est une signature du vivant? Est-ce que vraiment il n'y a aucun processus abiotique qui peut le faire? Aujourd'hui, on n'en connaît pas, mais bon. Est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Je ne sais pas. Donc voilà, ce que je voulais illustrer, c'est d'une part les problèmes méthodologiques. Voilà à quoi ça tient, parfois, la discussion. Vous voyez du coup, ça tient à l'expert. Voilà. Enfin, c'est de la discussion d'experts. Là. Mais bon, voilà à quoi ça tient. Et puis, le deuxième problème, c'est de savoir qu'est-ce qui est une signature, qu'est-ce qui ne l'est pas. Autre modèle. Alors, Golden et al. Qui propose ces choses-là, quand même, qui remet. C'était important comme découverte, enfin, des traces de vie dans une météorite martienne. Golden et al., ils ont publié dans American Mineralogist, qui est un journal de très bonne qualité, mais bon, tout le monde ne le lit pas. Et voilà, enfin, ça c'est aussi surprenant, la communication, en fait, la différence. Et c'est vrai que quand vous racontez une belle histoire, c'est plus facile de bien communiquer que quand vous détruisez une belle histoire. Là, c'est plus difficile de faire d'être publié dans des journaux importants. Alors, en plus, dans leur article, ils proposaient quelque chose d'intéressant. Ils disaient, bon, nous, du coup, ils ne faisaient pas simplement critiquer des observations ou les rediscuter. Ils proposaient aussi un autre modèle, lui, pour la synthèse de ces cristaux de magnétite. Vous vous rappelez, ces cristaux de magnétite, on les trouvait dans des carbonates. Et en fait, ces carbonates, c'était des carbonates de fer et de magnésium. C'est ce qu'on appelle l'ankérite ou la sidérite, disons. Un carbonate de fer. Donc on les trouve dans des carbonates de fer dans cette météorite. Et lui, ce qu'il dit, c'est que si je prends un carbonate de fer, je le chauffe à 470 degrés, et en gros, je simule l'après-choc. Vous savez, quand cette météorite a été extraite de la surface de Mars, en fait, cette pierre, elle a dégagé de la surface de Mars parce qu'il y a eu un impact de météorite. Quand vous voyez une météorite, il y a toujours une deuxième météorite derrière, enfin devant, avant. D'accord ? Donc pour dégager un caillou d'une planète, il faut un impact de météorite avant. Et pendant cet impact de météorite qui a permis de dégager cette météorite, eh bien, si l'impact est relativement important, on va chauffer les cailloux qu'on éjecte dans l'espace ensuite. Et donc voilà, il dit, bon bah voilà, ça va simuler le choc, je chauffe à 470 degrés de la sidérite, je produis des magnétites. Et lui, ce qu'il dit, c'est que ces magnétites, elles sont monodomènes, c'est du Fe3O4 pur, il n'y a pas de défaut cristallin, c'est allongé selon 1,1,1. Voilà, donc un autre scénario, il y avait un certain nombre de choses, on se disait, bah oui, les magnétites quand même, c'est intéressant, on peut avoir le scénario biologique, mais voilà, un autre scénario proposé par cette personne. On en est là. Il y a des défauts aussi dans ce qu'il propose, il y a des choses qu'on ne comprend pas encore très bien. Il y a des défauts dans le modèle biologique. Il va falloir continuer à travailler sur ces choses-là pour mieux comprendre. Formation de microfossiles. Donc c'est un troisième aspect. Donc, vous vous rappelez, donc on a commencé en disant que certaines traces peuvent être laissées par les micro-organismes qui creusent dans les cailloux, qui creusent dans les minéraux. On ne comprend pas trop les mécanismes précis, mais on a du mal encore à distinguer. On a peut-être des processus abiotiques qui font ces choses-là et c'est difficile à la fin de distinguer les deux types d'objets. On a vu ensuite que certaines bactéries pouvaient former des minéraux
intracellulaires, contrôlés vraiment. Il y a des gènes spécifiquement impliqués dans la voie de synthèse de ces cristaux. Et ces cristaux, du coup, ces micro-organismes sont capables de contrôler la morphologie, l'alignement de ces cristaux, éventuellement leur chimie. Et donc peut-être que ces cristaux sont différents des cristaux que l'on peut former dans une solution donnée, et donc il y a peut-être des signatures. Mais encore une fois, c'est compliqué. Parfois on va chercher des critères, des caractéristiques qui sont très particulières, par exemple les faces, certaines faces qui vont être très fines, et donc ça va être difficile à reconnaître. Et puis parfois on se rend compte qu'il y a quand même des processus abiotiques qui peuvent aussi conduire à ces choses-là. Avant-dernière chose que j'aimerais évoquer, mais sur laquelle je vais prendre du temps, c'est la formation de microfossiles. Alors, en gros, j'ai commencé par ça. Les bactéries, je vais appeler ça, je vais parler des bactéries. Les bactéries peuvent être fossilisées. Alors, comment elles se fossilisent? Voici une image de bactéries en culture. Et puis, si vous attendez un petit peu, ou si vous les aidez à mourir, au bout de quelques jours, on a le droit de tout faire là, avec elles, au bout de quelques jours, alors oui, vous pouvez les aider, hein, donc bon, je ne détaillerai pas. Donc ici, vous voyez, vous commencez, vos cellules elles commencent à avoir une tête bizarre par rapport à là, elles commencent à s'ouvrir, à se liser, etc. Et ce qu'on appelle la lyse, donc vous avez la dégradation des structures cellulaires et des molécules organiques, qui éventuellement d'ailleurs est catalysée par les propres enzymes de ces micro-organismes. Ces enzymes ces protéines qui vont catalyser vraiment ces réactions de lyse et qui vont donc détruire ces structures. À la fin, vous avez une bouillie infâme de molécules là-dedans et vous ne reconnaissez plus grand-chose. Et ça se fait relativement rapidement, même dans des conditions anoxiques, en quelques jours, vous regardez votre culture, c'est plus très joli. Hein. C'est d'ailleurs un problème parce que quand vous voulez regarder ça, vous préparez votre échantillon. Si vous ne faites pas de traitement chimique particulier, vous regardez votre échantillon et puis le microscope est en panne et vous attendez 2 semaines de plus et vous regardez votre échantillon, ça ne ressemble plus à ça, ça ressemble plutôt à ça. Hein. Donc, pour vous donner l'ampleur du phénomène. Donc ça va très vite, ça s'abîme très vite. Et donc si vous voulez préserver ça, eh bien, il faut que la fossilisation se produise très vite, quelques jours. Vous avez quelques jours pour le faire. Donc tout ça pour vous dire qu'un fossile, il n'y a pas besoin d'attendre des millions d'années. Un fossile, pour qu'il reste des millions d'années, vraisemblablement sur ces choses-là, il faut que le processus de fossilisation il se fasse en quelques jours, quelques heures. Donc c'est quelque chose qu'on peut étudier au laboratoire. Alors voilà un exemple, par exemple, un exemple de fossilisation, d'encroûtement par des minéraux de cellules au laboratoire, ce qu'on peut faire. Là, j'ai pris cet exemple d'une thèse qui se fait actuellement. Voilà la réaction qui est catalysée. On leur donne, alors là, les bactéries qu'on utilise, c'est Escherichia coli, la bactérie modèle. On lui donne à manger du phosphate organique. Et on lui donne à manger du phosphate organique. Alors on a transformé un peu, modifié un peu ce colis. On lui a injecté un gène qui est très fortement exprimé et qui lui permet de produire ces enzymes, ces protéines ici, qu'on appelle phosphatase alcaline, qui catalysent cette réaction. La réaction, cette enzyme va dégrader les phosphates organiques en phosphates inorganiques. Donc voilà, cette bactérie-là, on l'a transformée pour qu'elle produise énormément de phosphatase alcaline et qu'elle dégrade. Et puis nous, dans le milieu, on rajoute aussi du calcium. Et comme elle produit du phosphate inorganique et on lui rajoute du calcium, et ça précipite sous forme de phosphate de calcium. C'est un minéral qu'on appelle ici l'hydroxyapatite. Donc vous voyez, cette bactérie, en fait, on la booste pour qu'elle produise de l'hydroxyapatite. Et au bout de 2 jours, on a des gros paquets comme ça. Et voilà à quoi ça ressemble, ces paquets. C'est des grands filaments, alors ça ne ressemble plus du tout à coli, enfin c'est des grands filaments de Escherichia coli qui sont complètement encroutés par le minéral. Tout ce que vous voyez ici, c'est des tubes minéraux qui miment, donc qui sont venus encrouter les cellules. Donc ça, c'est un gros paquet de bactéries encroûtées par le minéral. Et ça a pris 2 jours. Vous voyez, le processus de fossilisation, finalement, il peut être lié à une formation de minéraux qui est catalysée par des enzymes qui éventuellement d'ailleurs font partie
du panel enzymatique habituel de ces cellules. C'est leur activité habituelle. Alors, ici, ce n'est pas trop le cas, on a un peu triché, mais c'est éventuellement leur activité métabolique habituelle qui va induire la précipitation de minéraux, qui va les encrouter et donc les fossiliser. Alors, donc il y a de nombreux autres minéraux qui peuvent être impliqués dans ces processus de fossilisation. Voilà, en gros, l'idée, c'est que généralement, ce qu'on pense, c'est que les micro-organismes peuvent changer les conditions chimiques du milieu. Elles peuvent augmenter le pH par leur métabolisme. Et ça, si on a ce qu'il faut dans le milieu, ça va faire précipiter des carbonates. J'en discuterai rapidement. Elles peuvent oxyder le fer 2 en fer 3. Et quand vous oxydez le fer 2 en fer 3, et si vous êtes à pH 7, par exemple, là, le fer 3, c'est très insoluble à pH 7. Donc, ça précipite sous forme d'oxyde de fer. Donc, ces bactéries, en fait, généralement, alors, il y a certaines bactéries qui peuvent utiliser cette oxydation du fer 2 en fer 3 comme source d'électrons. Donc, elles l'utilisent vraiment pour leur métabolisme. Elles forment du fer 3 qui est insoluble et qui précipite et qui les encroute. Et puis, les phosphates, je vous les ai montrés. Alors, l'autre manière, donc vous voyez, soit ces bactéries changent la chimie du milieu à cause de leur activité métabolique, et ça conduit, et elles le changent tellement qu'éventuellement on va être sursaturé par rapport à certains minéraux, et donc les minéraux vont précipiter. Soit aussi, alors vous savez, des fois on peut changer la chimie du milieu, être sursaturé par rapport à un minéral, mais il ne précipite pas. Quand vous prenez l'océan, l'eau de mer, vous prenez de l'eau de mer, vous faites, si vous êtes chimiste, vous regardez votre concentration en calcium, vous regardez la concentration en carbonate et vous remarquez que d'après la constante de solubilité de la calcite, vous êtes sursaturé. Vous devriez avoir spontanément précipitation de carbonate de calcium dans l'eau de mer. Et pourtant, si vous faites une eau de mer synthétique, etc., il n'y a pas de précipitation de carbonate de calcium. Pourquoi? Parce que cinétiquement, c'est limité et on ne fait pas précipiter. Une manière, du coup, de favoriser la précipitation de carbonate de calcium, parfois, c'est d'offrir des surfaces, notamment les surfaces cellulaires, qui vont qui vont favoriser la nucléation des minéraux. Et donc, c'est une autre manière d'intervention des micro-organismes pour favoriser la précipitation des minéraux, en offrant des surfaces cellulaires. Alors ça, c'est souvent une question qu'on me pose, vous me la poserez plus tard et j'essaierai de poser. Alors, retenez, pourquoi favorise-t-elle cet encroutement? À quoi ça leur sert de se faire encrouter? C'est comme ça qu'on pose la question généralement. À quoi ça leur sert? Voilà, donc je ne vais pas y répondre ici, mais donc, en tout cas, on revient sur ce problème. Comment reconnaît-on des micro-organismes, des microfossiles versus des précipités abiotiques? Jeu des devinettes, comme d'habitude. Ici, voilà une observation microscopie électronique à balayage de phosphorites. Alors, vous savez, ces grands gisements sédimentaires de phosphate de calcium. Voilà ce qu'on observe. Vous voyez, ces belles boules coupées, là, belles sphères vides à l'intérieur, etc. Biologique, abiotique. Bon, ok. Donc, merci. Donc, beaucoup de gens ont proposé, voilà, ça, c'est une accumulation de micro-organismes qui se sont fait encrouter par des phosphates de calcium. Et on voit bien les morphologies. Voici une expérience qui est faite au laboratoire où on n'a pas de bactéries et où on fait des fortes sursaturations en phosphate de calcium et voilà ce qu'on obtient. Des belles sphères creuses. Voilà. Ça ressemble, hein. Et pourtant, là, il n'y a pas de cellules et bon, là, du coup, est-ce qu'il y en avait? C'est toute la question. Voilà, donc ça a été dit autrement par cette personne. Alors, bon, peut-être qu'il y a des moyens d'aller un peu plus loin là-dessus. Bon, ça, c'est ce qu'on essaye de voir. Voilà la microscopie électronique à balayage d'autres phosphorites. Vous voyez, c'est assez courant. On a souvent ces sphères. Aujourd'hui, on est capable de faire un peu mieux simplement que de regarder juste la morphologie. On peut aller couper ces objets à l'intérieur du microscope électronique à balayage. On va creuser des trous avec des faisceaux d'ion gallium là-dedans. Là, c'est ce qu'on fait. On creuse des tranchées là-dedans, et puis après, avec un micromanipulateur qu'on approche ici, qu'on va coller à la coupe, on enlève la coupe, et hop, on récupère une coupe très fine. Et ça, cette coupe, ensuite, on peut la mettre dans un microscope électronique en transmission. Et voilà à quoi ça ressemble, cette boule, là, en microscope électronique en transmission. Et vous voyez, là, on voit une sorte de... Alors, le minéral, c'est le même partout, mais on voit quand même une sorte de structure. On voit... une sorte de paroi, et puis l'intérieur, l'extérieur. Voilà une explication qui pourrait être donnée. Et on peut le comparer directement à des bactéries qui sont calcifiées au laboratoire, où on retrouve les mêmes structures. On retrouve, vous voyez, ce lit très blanc qui fait à peu près, ici, une quarantaine de nanomètres, cinquantaine de nanomètres.
qui entourent les cellules, et puis à l'intérieur, on a un remplissage avec d'autres cristaux, et puis à l'extérieur, encore d'autres cristaux. On peut, je dirais, continuer l'analogie. En tout cas, vous voyez, on s'approche, on n'est plus seulement à la morphologie microscopique, on va un peu plus loin, et puis on peut essayer de voir si la texture, elle, n'est pas particulière. Bon, on peut regarder les molécules organiques, je n'ai pas le temps de vous le présenter. Une autre, j'aimerais vous présenter un autre cas, il a été présenté par Emmanuel, où on va se reposer cette question. Donc revenons à des objets anciens. On a vu que les micro-organismes peuvent être fossilisés, cela ne signifie pas que tout ce que l'on voit est un fossile de micro-organisme. Voici donc les plus anciennes traces de vie terrestre, les plus anciens microfossiles qui ont été proposés à 3,5 milliards. Il y a pas mal d'années déjà. Et l'idée, voilà, c'était ça la base. C'était finalement c'était une interprétation actualiste. Vous voyez, vous avez des filaments avec des cloisons ici transversales. Ça ressemble à ça. Un filament avec des cloisons transversales. Et ça c'est des cyanobactéries actuelles. Interprétation, ce sont des fossiles. Alors, dans un premier temps, d'ailleurs, c'était des fossiles de cyanobactéries. Après, bon, il y a eu un peu plus de précautions, c'est des fossiles de bactéries. Voilà. Le problème, effectivement, Emmanuel l'a présenté, ça, c'est un filament avec des cloisons transversales. Et ça a été fait avec une recette, alors 100% naturelle et 100% non biologique, abiotique. Donc, vous mélangez des sels de barium, des silicates de sodium, température et pression ambiante, pH alcalin, et vous obtenez des choses comme ça. Donc vous voyez, la morphologie, attention, la morphologie n'est pas un critère de vie. Voilà, alors, vous avez vu, on est capable au laboratoire de former des fossiles en quelques jours. Le problème, bien entendu, pour comparer nos fossiles créés au laboratoire en quelques jours et les fossiles très anciens, il manque quelque chose. Il manque tout le vieillissement, il manque les milliards d'années qui vont s'écouler. Alors, ce n'est pas tant le temps, mais c'est que ces roches, vous avez la fossilisation, et puis ça va être pris dans des sédiments, et ces sédiments, ils vont être emmenés en profondeur, ils vont chauffer, ils vont être portés à haute pression, ça va transformer les minéraux, vous allez avoir des fluides qui vont circuler, qui vont retransformer ces fossiles. Qu'est-ce qui reste? Et longtemps, on s'est dit, bon, voilà, c'est ce qu'on appelle la diagénèse, les premières étapes, ça transforme pas mal les choses. Et puis le métamorphisme, on a l'élévation de température et de pression. Et longtemps, on s'est dit que dans une roche métamorphique, on ne trouve pas de fossiles. Alors, c'est faux. Premièrement, on connaît des fossiles très célèbres. Par exemple, Burgess. Ce sont des très beaux fossiles, tout le monde l'admet, etc. Et ce sont des roches métamorphiques. Ce sont des roches qui ont subi le métamorphisme, donc en fait, il n'y a rien. Enfin voilà, on le sait depuis longtemps qu'on peut préserver des fossiles dans des roches métamorphiques. Voici un autre exemple pour les connaisseurs. Voilà, enfin, ok, vous me croirez peut-être que on l'a interprété comme un fossile, vous voyez, avec, disons, une tige, des feuilles. Et une tige, des feuilles, ça ressemble à d'autres fossiles qui ne sont pas dans des roches métamorphiques, à qui on a donné qui seraient proches de podocarpacées, donc une sorte de gymnosperme, enfin non, je ne suis pas botaniste. Et ces fossiles, ce qui est amusant, c'est quand vous êtes géologue, c'est mélangé avec de la lawsonite. Et la lawsonite, c'est un silicate qu'on est habitué à voir dans des roches métamorphiques, dans des contextes de subduction. Donc cette roche-là, pour former la lawsonite, elle a été enfouie à près de 15 km de profondeur, ça a subi 360 degrés, et voilà, on a toujours ces objets parfaitement préservés. Là, c'est une image à l'échelle microscopique. On a peut-être même des préservations beaucoup plus fines à une autre échelle, à l'échelle cellulaire. Voilà, j'aimerais finir par ce point-là, très rapidement, pour juste évoquer une dernière idée. Je vais prendre cet exemple de la fossilisation des cyanobactéries dans les stromatolites. Alors, je ne vous ai pas parlé de stromatolites, mais ce n'est pas très grave, on pourra en discuter si vous voulez. La fossilisation des cyanobactéries pourrait évoquer une autre chose, c'est qu'au cours du temps, la biominéralisation, la formation de minéraux par les micro-organismes a pu changer. On a tendance à avoir une vision très actualiste, à se dire je regarde ce qui se passe aujourd'hui et ça me permet de comprendre comment ça se passait dans le passé, et du coup, je vais rechercher les choses que je vois aujourd'hui dans le passé. Et ça, c'est peut-être parfois trompeur. Alors, voilà l'idée qu'on a en regardant l'actuel, classiquement, voilà ce qu'on en tire.
on dit que généralement ces cyanobactéries, donc ces bactéries qui font de la photosynthèse oxygénique, pourquoi elles favorisent la précipitation des carbonates de calcium et elles favorisent la précipitation à l'extérieur des cellules. Et pourquoi elles font ça? Eh bien, vous voyez, ça c'est l'équilibre des carbonates. Alors, tout géochimiste a vu ou tout géologue a vu ça. Comment tu disais, Hervé, à la maternelle, c'est ça, du géologue. Donc, CA2+, plus 2HCO3- donne CaCO3 plus CO2 plus H2O. Ces cyanobactéries, elles fixent le CO2 par la photosynthèse. Donc elles piègent le CO2, elles l'enlèvent. Donc vous voyez, on va déplacer du coup la réaction vers la droite. Donc on va favoriser la précipitation de CaCO3. Donc l'idée simplement c'est ça. Elles font de la photosynthèse, donc elles piègent le CO2, donc on favorise cette réaction, la réaction de précipitation des carbonates de calcium. Généralement, donc, il a été admis que ces cyanobactéries précipitaient les carbonates de calcium à l'extérieur des cellules. Maintenant, vous en déduisez tout de suite. Elles précipitent des carbonates de calcium juste à l'extérieur des cellules. Donc, les carbonates de calcium emprisonnent les cellules. Ça forme des microfossiles. On a recherché ces choses-là. Et voilà ce qui a été proposé comme des fossiles de cyanobactéries calcifiés extracellulairement. Ça a même reçu ce petit nom-là, Girvaner. Et donc ça a été recherché dans le passé, dans le registre géologique. Et là, alors, là à gauche, on va vers l'actuel. À droite, on va vers l'ancien. Et ça s'arrête ici, au début du Cambrien. Hein, donc ça, c'est 600 millions d'années, disons. Vous ne voyez pas ce qu'on a vu hier, le précambrien. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous voyez que ce qui a été remarqué, c'est qu'il y a des variations de l'abondance de ces fossiles de cyanobactéries calcifiées et extracellulairement au cours des temps géologiques. Et on n'en voit pas avant au précambrien. Alors voici, ah oui, ça sort vraiment mal. Voici plus exactement le mécanisme. Donc, vous voyez, elle prélève du HCO3. Voilà, ça c'est une cyanobactérie. On voit l'intérieur de la cellule. Elle prélève du HCO3-, elle l'amène vers l'intérieur. Et en fait, elle, ce qu'elle fixe, vous vous rappelez, pour la photosynthèse, elle fixe du CO2. Donc, il faut qu'elle transforme le HCO3- en CO2. Et quand vous transformez du HCO3- en CO2, c'est une réaction acido-basique, vous formez aussi un OH-. D'accord ? Un OH-. Et souvent, ce que vous voyez dans les livres, c'est que cet OH-, on l'envoie dehors. On l'envoie dehors, on ne sait pas comment, mais on l'envoie dehors. Et l'OH-, donc il basifie le milieu extracellulaire. Et quand vous basifiez le milieu extracellulaire, si vous avez du calcium et des hydrogénocarbonates, vous précipitez des carbonates de calcium. Voilà comment on explique que ces cyanobactéries s'encroutent. Hein, voilà. Problème. Il y a des cyanobactéries depuis au moins 2,3 milliards d'années. Pourquoi ? L'oxygène. On voit de l'oxygène apparaître dans l'atmosphère il y a 2,3 milliards d'années. On pense que c'est les cyanobactéries qui ont fait apparaître l'oxygène. Donc il y en a au moins depuis 2,3 milliards d'années et vraisemblablement depuis plus longtemps que ça. Or, problème, on ne trouve pas de fossiles de type Girvanella plus vieux que 700 millions d'années. Problème, donc, qui s'est appelé énigme précambrienne. Pourquoi on ne trouve pas de fossiles de cyanobactéries calcifiées entre 2,3 et 700 millions d'années? Première possibilité, on a mal cherché. Ça reste possible. Deuxième possibilité, les conditions environnementales n'étaient pas adaptées à la calcification autour des cellules. Et ça, c'est un modèle qui a été proposé par Harp et collaborateurs dans les années 2000, où donc lui disait que la teneur en CO2 de l'atmosphère était différente, et du coup, la saturation des océans, les conditions de saturation de l'océan étaient différentes, et du coup, on ne formait pas de carbonate de calcium spécifiquement autour des cyanobactéries, on les formait un peu partout, pas spécifiquement autour des cyanobactéries. Donc on ne les encroutait pas, donc on ne les fossilisait pas. Vous voyez, hein, on tient à une chose, les cyanobactéries font de la précipitation de carbonate de calcium à l'extérieur des cellules. Dernière possibilité, et ça c'est ce qu'on a proposé récemment avec Purine notamment, et dans le cadre de la thèse d'Estelle Courado, on a trouvé des cyanobactéries, voilà, elles sont là. Vous voyez en microscopie électronique à balayage, vous avez les cellules ici. Et là, cette fois-ci, vous avez ces ronds blancs. Ces ronds blancs, ce sont des carbonates.
notamment des carbonates de calcium. Et ces carbonates de calcium, ils sont dans les cellules. Donc on a trouvé ces cyanobactéries qui font des carbonates de calcium intracellulaires. Donc cette idée que les cyanobactéries font forcément de la calcification à l'extérieur n'est pas toujours vraie. Et là, dès que vous voyez ça, vous commencez à vous poser des questions. Vous dites, et on pourra en discuter, on a d'autres propositions, mais finalement, est-ce que les anciennes cyanobactéries ne faisaient pas tout ça, la calcification intracellulaire? Peut-être que finalement, la calcification intracellulaire, c'était le mode de biominéralisation ancestrale, et que le fait que ce soit devenu extracellulaire, ça s'est fait dans un deuxième temps. C'est une sorte de deuxième étape, enfin une sorte d'innovation évolutive peut-être, ou quelque chose comme ça. Rappelez-vous, pour faire la calcification extracellulaire, il faut expulser un OH- à l'extérieur. Donc, bon, pourquoi pas? Peut-être que ce processus n'est pas trivial et qu'il est apparu secondairement. Et donc que les premières cyanobactéries faisaient de la calcification intracellulaire et pas de la calcification extracellulaire. Si c'est le cas, si les anciennes cyanobactéries, il y a 2,3 milliards par exemple, faisaient de la calcification intracellulaire, il n'y a aucune raison d'attendre des Girvanella. Donc vous voyez que parfois on a aussi, il faut faire attention à cet actualisme. On décrit les choses, on va rechercher des choses dans le passé en fonction de ce que l'on connaît. Aujourd'hui, le problème c'est qu'on ne connaît pas tout. Aujourd'hui, on ne connaît pas toute la diversité du vivant. Et puis ça a pu changer. Voilà. Alors, les stromatolites, j'en parle pas. Je voulais vous montrer quelques images d'une mission. Alors, on pourrait vous faire une séance photo en enlevant les personnages, mais d'une mission qu'on a faite récemment au Mexique avec notre oratrice de demain, ici. Et donc, pour vous montrer la diversité de stromatolites, pour la diversité stromatolite et discuter comment ça se forme. Donc, en conclusion, les micro-organismes, donc, vous voyez, peuvent laisser des traces sous diverses formes. On a vu, ils peuvent creuser dans des cailloux, former des minéraux, ils peuvent s'encrouter dans des minéraux et laisser des restes donc de matière organique. Donc on peut retrouver ces choses dans l'enregistrement fossile. Les mécanismes de biominéralisation sont un processus très important dans tous ces processus, dans tous ces phénomènes. Mais il reste vraiment de nombreuses questions sur ces mécanismes, sur la compréhension de ces mécanismes, comment ça se déroule, et surtout comment on peut les relier à une origine biologique certaine. On voit qu'il y a vraiment énormément, aujourd'hui avec les progrès méthodologiques, on est capable d'aller mieux décrire les échantillons à l'échelle nanométrique. Je vous ai montré l'exemple des magnétites, je ne vous ai pas trop montré les possibilités de caractériser de la matière organique à l'échelle du nanomètre, mais aujourd'hui on est capable de faire ça, et on se rend compte en faisant ça que vraiment, dans ces processus de fossilisation, vous avez vu ces beaux fossiles alors qui avaient été interprétés comme des embryons d'animaux à une certaine époque, la finesse de la préservation, c'est mieux que ça. Enfin, on voit, alors maintenant on voit peut-être des noyaux, c'est pire que ça encore. Enfin, il y a vraiment des finesses de structures, des structures vraiment très très fines qui peuvent être préservées. On a toujours pensé que la fossilisation, ça détériorait beaucoup les choses, c'est vrai, mais on peut vraiment préserver, j'en suis persuadé, des choses très 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 fines. Le problème, c'est d'être capable de les regarder. Et bon, voilà, vraisemblablement, si on est capable il va falloir être capable de regarder ça, au moins, pour être capable de progresser un peu sur cette question, peut-être qu'il restera malgré tout sans réponse. Est-il possible de distinguer des objets abiotiques d'objets biologiques de manière non ambiguë? Voilà, et je tiens à remercier l'ensemble de ces personnes qui ont fourni pas mal de matériel pour cette présentation.